Bonjour et bienvenue dans cette correction du quiz isométrie et endomorphisme symétrique. Donc via quelques petites questions, on va pouvoir réviser un petit peu l'isométrie et les endomorphismes symétriques. Bien entendu, si jamais vous souhaitez faire ce quiz tout seul, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et puis ensuite écouter ma correction. Alors, première question, où il y a quand même pas mal de choses auxquelles il faut répondre. On vous demande si la matrice de taille 3,3 qui est donnée ici est symétrique ou pas. Bien entendu, elle est symétrique, c'est tout à fait vrai. Alors la raison est toute simple, parce qu'une matrice symétrique vérifie la relation et elle est égale à sa transposée, qui se note ainsi, ou qui peut se noter aussi ainsi avec un T majuscule, mais qui se place forcément à droite de la matrice A. Ensuite, on vous demande si la matrice A est diagonalisable. Alors on pourrait avoir l'idée de calculer le polynôme caractéristique de A ainsi que la dimension des sous-espaces propres, mais tout simplement, on remarque que la matrice A, elle est symétrique réelle, donc on va dire qu'elle appartient à Sn de R, donc par le théorème spectral, qui est donc un théorème assez puissant, on sait qu'elle est diagonalisable dans R. Donc ce théorème-là, ici, nous permet de conclure sur le fait que A est diagonalisable dans R. On sait même que A est diagonalisable dans une base orthonormée de vecteurs propres. Ce qui nous permet donc de conclure que cette affirmation est vraie. La matrice A est-elle trigonalisable? Eh bien, tout simplement, quand vous avez une matrice A qui est diagonalisable, on sait que cela implique que la matrice A est trigonalisable. Bien entendu, ici, on parle à chaque fois dans le même corps de référence. Ici, on est dans R, donc trigonalisable dans R, vu que la matrice est réelle, c'est implicite. Donc, on a quelque chose qui est vrai. La matrice A est-elle inversible? Alors là, il va falloir faire un petit peu plus de choses pour pouvoir le prouver. Si elle est inversible ou pas, on va dans un premier temps pouvoir calculer tout simplement le déterminant de A. C'est quand même le plus simple pour prouver qu'une matrice est inversible ou pas. Donc on va calculer le déterminant de A, soit par sa rue, soit en développant par rapport à une ligne et une colonne. Et là, ce que l'on peut faire aussi, c'est l'échelonner pour se ramener à une matrice triangulaire. Donc on peut par exemple, à l'aide de la méthode du pivot de Gauss, faire disparaître les deux qui sont ici, en dessous de la première, sur la première colonne, en dessous du -1, en prenant la première ligne comme pivot. Donc première ligne comme pivot, on ne la touche pas. Ensuite, deuxième ligne, on fait plus 2 fois la première ligne. On obtient 0, 3, 6 et 0, 6, 3 ensuite. Puis on doit faire disparaître ce -6 ici, pardon, ce +6 ici. Et pour faire disparaître ce +6, tout simplement, on va prendre la deuxième ligne comme pivot. Et la deuxième ligne comme pivot, on va faire ligne 3, reçoit ligne 3, moins 2 fois la ligne 1, la ligne 2. Et donc on va obtenir comme déterminant, première ligne inchangée, deuxième ligne inchangée, troisième ligne, on va voir apparaître un -9. Du coup, le déterminant va valoir de manière assez évidente, comme elle est triangulaire supérieure maintenant, le produit des éléments de la diagonale. Et donc on va avoir ici un déterminant qui va valoir +27. Donc le fait qu'elle soit inversible est vrai, puisque 27 n'est pas un nombre qui est nul, et les matrices inversibles ont un déterminant non nul. La matrice A est-elle nilpotente? Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que nilpotente déjà? Donc c'est une notion qui n'est pas clairement au programme, mais que tout bon élève de classe préparatoire doit connaître. Une matrice A est nilpotente si et seulement si il existe un entier P appartenant à n étoiles, tel que A puissance P soit égal à 0, la matrice nulle, et A puissance P moins 1 soit différent de la matrice nulle. Alors les matrices nilpotentes, donc P ici c'est l'ordre de nilpotence. Les matrices nilpotentes, en fait, ont pour propriété de ne jamais être inversibles. Pourquoi? Puisque si jamais vous appliquez le déterminant à gauche et à droite de l'égalité, vous allez obtenir que le déterminant de A puissance P est égal au déterminant de la matrice nulle.
Le déterminant de la matrice nulle, bien entendu, c'est 0, et une simple propriété du déterminant nous permet de dire que le déterminant de A, le tout à la puissance P, est égal à 0, ce qui implique donc que le déterminant de A est nul. Si le déterminant de A est nul, ça veut dire que A n'est forcément pas inversible. Or, A est inversible d'après la question précédente, donc c'est faux. Alors, admet-elle un polynôme caractéristique scindé à racine simple? Alors, on pourrait tout simplement calculer le polynôme caractéristique, c'est un matrice 3-3, donc ça se fait bien. Après, il existe des petites astuces pour trouver les valeurs propres sans passer par le polynôme caractéristique. Ici, votre matrice A, elle a une forme bien particulière, avec des -1 sur la diagonale, et que des coefficients tous égaux hors diagonale qui sont égaux à 2. Ici, donc, il existe une petite astuce. L'astuce consiste à prendre la matrice A, lui retirer un certain nombre de fois la matrice identité, pour obtenir une matrice qui ne comporte que des 2 hors diagonale et sur la diagonale. Et dans ce cas-là, ici, cette matrice-là, elle est de rang 1. Et donc ici, si jamais on arrive à se ramener à cette matrice, on aura une matrice de rang 1. Et donc, la dimension du noyau de cette matrice sera égale à 2. Alors, quelle est la valeur que l'on cherche ici? La valeur que l'on cherche ici, c'est lambda est égal, bien entendu, à moins 3. Si vous ajoutez 3, vous allez bien entendu tomber avec des 2 sur la diagonale et hors diagonale. Ça veut donc dire que, vu que le rang de cette matrice est égal à 1, j'en déduis donc que la dimension du noyau de A moins l'identité, pardon, plus 3 fois l'identité, donc la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 de A, va être égale à 2. Autrement dit, moins 3 est une racine du polynôme caractéristique et moins 3 est une valeur propre. Donc le spectre, ici, il contient déjà moins 3. De plus, moins 3 a une multiplicité de 2. Donc il reste une dernière valeur propre. Comment trouver cette dernière valeur propre? Une autre astuce. Vous remarquez que si vous regardez ligne par ligne, la somme des coefficients de chaque ligne est toujours égale à la même chose, égale à 3 fois égale à 3. Autrement dit, dans ce genre de cas, quand vous appliquez à la matrice A le vecteur 1, 1, 1, eh ben, vous allez avoir ici, à la fin, 3 fois le vecteur 1, 1, qui caractérise en fait que la somme des lignes est toujours constante égale à 3. Autrement dit, ici, 3 est à nouveau valeur propre. Donc on a une deuxième valeur propre, ici, qui est 3. Si vous regardez, vous avez donc deux valeurs propres, mais l'une est de multiplicité 2, et la dernière est de multiplicité au moins 1, mais clairement exactement 1, puisqu'il ne peut pas y avoir plus de 3 valeurs propres, ou autrement dit, la somme des multiplicités, elle est clairement toujours égale à la dimension de la matrice, donc 3. Donc on a bien nos valeurs propres, et est-ce que notre polynôme caractéristique est scindé à racine simple? Eh bien c'est faux, dans la mesure où vous avez bien une valeur propre qui est multiple, qui est donc moins 3. Cette matrice A a-t-elle des valeurs propres dont le produit vaut moins 1? Alors, on pourrait se dire, peut-être que on peut calculer, peut-être que l'on peut regarder le produit des valeurs propres et l'associer au déterminant. Donc, quand vous avez une matrice, le déterminant de A est toujours égal au produit des valeurs propres. Alors, toujours, il y a quand même une petite condition, il faut quand même que le polynôme caractéristique soit scindé, ici dans R, ce qui est le cas. Donc, si jamais je regarde, le déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres, ça vaut donc, soit on le recalcule, moins 3 fois moins 3 fois 3, ce qui fait 27, soit on se souvient qu'on l'avait calculé tout simplement ici.
a des valeurs propres dont la somme vaut moins 3. Même raisonnement qu'avec le déterminant. Quand vous avez un polynôme caractéristique scindé, la trace est toujours égale à la somme des valeurs propres. Donc ici, vous avez, alors on va remettre un lambda 2, ici vous avez donc trois valeurs propres, leur somme vaut bien moins 3, soit en ajoutant les trois valeurs propres qui ont été trouvées, soit tout simplement en faisant la trace de cette matrice-là. Voilà qui clôture donc cette 8e question. Et on va donc cocher que le produit des valeurs propres ne vaut pas moins 1 et que la somme des valeurs propres vaut bien moins 3. Alors on continue un petit peu avec une matrice qui est quasi similaire à la matrice précédente. On va regarder la page suivante. Voilà, on voit qu'on a la même matrice avec juste un facteur 1/3 devant. On repose la question, est-elle symétrique? Est-elle symétrique? Eh bien, la présence du 1/3 n'a rien changé au fait qu'elle est symétrique. Est-elle orthogonale? Il suffit de se rappeler quelle est la définition d'une matrice orthogonale. Une matrice orthogonale est une matrice qui vérifie la relation suivante, qui peut encore bien entendu se noter comme ceci. Et si on calcule, on peut voir qu'elle est orthogonale en calculant transposé de A fois A. On trouve qu'elle est orthogonale. Appartient-elle au groupe spécial orthogonal? Alors, qu'est-ce que c'est que le groupe spécial orthogonal? En général, on le note SO, ici en taille 3, SO3 de R. Il faut que ce soit une matrice qui appartienne au groupe orthogonal de taille 3, tel que son déterminant soit positif. Alors, positif ou égal à 1, c'est totalement équivalent au final, puisque les déterminants de matrice orthogonale ne peuvent valoir que plus ou moins 1. Si je me souviens de mon déterminant tout à l'heure, si jamais je fais une toute petite étape, ici, cette matrice-là, appelons-la B, elle avait un déterminant de 27. Donc, si je veux le déterminant de ma nouvelle matrice A, je n'aurai qu'à faire le déterminant de 1/3 de B. Or, par multilinéarité du déterminant, si on sort le 1/3, on va avoir du 1 sur 27, fois le déterminant de B, qui valait 27. Donc on trouve bien un résultat qui nous rassure, 1, qui est positif. Et donc on en déduit, on en est sûr que c'est une matrice qui appartient au groupe spécial orthogonal. On demande par la suite si c'est la matrice d'une rotation. Eh bien, la réponse est dans votre cours. Si vous regardez quelles sont les matrices dans le groupe spécial orthogonal de R3, il n'y a que l'ensemble des matrices, c'est l'ensemble de toutes les matrices de rotation. Donc, c'est forcément une rotation ici. Je rappelle que c'est une rotation autour d'un axe et avec un certain angle que l'on pourrait déterminer. Ensuite, on vous demande est-ce que c'est la matrice d'une projection sur le plan vectoriel. Alors, je vous rappelle qu'une projection, clairement, c'est un endomorphisme P de E, ici de R3 donc, qui vérifie la relation P carré égale P. Mis à part l'identité, donc soit on a P est égal à l'identité, sinon, le noyau de P, il n'est pas réduit au neutre. Or ici, j'ai affaire à une matrice A qui est inversible. Donc clairement, il est complètement faux de dire que c'est une projection, dans la mesure où c'est une matrice inversible et que ce n'est pas l'identité, et la seule projection qui serait inversible, c'est la matrice d'identité. Alors on continue, on demande est-ce que c'est la matrice d'une projection sur une droite vectorielle? Toujours pas, hein, c'est toujours pas la matrice d'une projection. Donc on peut répondre de même à cette question sur un plan vectoriel ou sur une droite vectorielle, c'est toujours faux. Par contre, après, on vous demande si c'est la matrice d'une symétrie. Donc là, il faut un petit peu plus réfléchir. Alors, il y en a peut-être qui se diront la matrice est symétrique, donc c'est la matrice d'une symétrie. Attendez, non, ça n'a rien à voir. Il y a les matrices
symétriques, il y a les matrices d'endomorphisme symétrique et il y a les matrices de symétrie. Donc il y a 3 choses différentes auxquelles il faut faire attention. On va regarder un petit peu, regardons ce que l'on a sur la matrice A. On sait que A fois sa transposée est égal à la matrice identité. On sait aussi qu'elle est symétrique, donc on sait que transposée de A est égal à A. De ces deux choses-là, je peux en déduire tout simplement que A au carré est égal à l'identité. Donc A, c'est bien la matrice d'une symétrie. Alors, symétrie par rapport à un plan vectoriel ou symétrie par rapport à une droite vectorielle? On pourrait regarder l'ensemble des vecteurs invariants. Donc on pourrait chercher ker de A moins l'identité et regarder si c'est de dimension 1 ou si c'est de dimension 2. Si c'est de dimension 1, clairement, c'est une symétrie par rapport à une droite vectorielle. Si c'est dimension 2, c'est une symétrie par rapport à un plan vectoriel, puisque l'ensemble des vecteurs invariants, c'est soit le plan, soit la droite, par rapport à laquelle on fait la symétrie. Encore plus simple, ici, je vous rappelle que on avait trouvé que A était la matrice d'une rotation. Si c'est la matrice d'une rotation, et qu'en même temps c'est la matrice d'une symétrie, si vous réfléchissez, la seule rotation qui peut être à la fois une rotation et une symétrie, c'est la rotation d'angle π. Donc vous avez bien une rotation d'angle π qui est aussi donc une symétrie par rapport à une droite vectorielle. Donc il est vrai que c'est par rapport à une droite vectorielle et il est faux que ce soit par rapport à un plan vectoriel. Enfin, pour les dernières questions, est-ce que c'est la matrice canoniquement associée à un endomorphisme symétrique? Alors, on réfléchit un petit peu, on a parlé déjà des endomorphismes symétriques. Ici, si vous regardez, canoniquement associé, donc on est dans la base canonique. Si on est dans la base canonique, on est dans R3 muni de son produit scalaire canonique. Donc ici, ma matrice A, c'est une matrice symétrique dans la base canonique. Or, toute matrice d'un endomorphisme symétrique d'un endomorphisme symétrique est symétrique si et seulement si la base elle est orthonormée. Donc ici, j'ai le fait que ma matrice soit bien associée à un endomorphisme symétrique. Donc c'est vrai, puisque je suis bien en présence d'un endomorphisme, petit a, dont la matrice dans la base canonique, qui en l'occurrence ici est une base orthonormée pour le produit scalaire canonique, est égale à une matrice qui est donc symétrique. Et enfin, dernière question, admet un noyau orthogonal à son image. Si on réfléchit, comme elle est inversible, le noyau de A, il est réduit au neutre. Et l'élément neutre, est-ce qu'il est orthogonal à son image? L'image de A, si le noyau est réduit au neutre, par le théorème du rang, clairement on va voir que l'image de A c'est R3. Donc est-ce que le neutre et R3 sont bien orthogonaux? Oui, clairement. Bon, cette question a peu d'intérêt ici si jamais on regarde ce cas particulier-là. Par contre, elle pourrait en avoir d'autres, un intérêt plus profond si jamais le noyau n'était pas de dimension 0. Voilà qui conclut cette correction du quiz sur les isométries endomorphismes symétriques. Voilà.